Radio-Canada, audio. L'entrevue que vous allez entendre a été enregistrée avant le rachat de la PHF par des intérêts proches de la PWHPA. Gardienne de but pendant 20 ans, elle est double championne universitaire canadienne. Analyste au match de hockey féminin internationaux, elle est surtout entraîneur-chef des Carabins depuis la création de l'équipe féminine en 2008. Notre invitée, Isabelle Leclerc. Je m'appelle Alexandre Coupal. C'est tellement hockey, les grands entretiens. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Ça va? Ça va très bien toi-même. Ça va, merci. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Enchanté. Enchanté. Bon, ça fait quand même 5 minutes qu'on jase avant l'enregistrement. On ne fera pas semblant. Écoute, je veux qu'on fasse... On va faire le tour. Je t'avertis tout de suite, mais je me disais... C'est assez rare de parler avec quelqu'un, puis on enregistre à quelques heures après le repêchage de la Ligue nationale où on a rendu hommage à David Poile, avec qui tu partages ça. C'est-à-dire que tu es là depuis le début avec les Carabins. Ça commence à faire un petit bout, d'ailleurs. Oui, je pense que ça va être notre 15e saison. Là. Je ne sais plus si ça compte la pandémie ou pas la pandémie. Ça compte double. Je pense que ça compte double. C'est ça, ça compte en double. Oui, ça va être la 15e. Puis j'ai été là même pour la mise sur pied du programme là, avec Daniel Sauvageau et France Saint-Louis qui étaient avec nous à l'époque. Fait que c'est un beau privilège de pouvoir faire partie de la naissance d'une organisation, c'est sûr. Comment on met ça sur pied, une équipe de hockey universitaire? Bien, on se fait une liste de tout ce qu'il y a à faire pour créer un programme, de autant des trucs banals, là, comme l'achat des uniformes, la construction du vestiaire, le recrutement, l'embauche du personnel, mais aussi toute la philosophie du programme, ça va être quoi nos valeurs, la vision. Heureusement, c'est Daniel qui était là avec moi parce que clairement, j'avais pas cette expérience-là là, de prétendre que je pouvais mettre sur pied une organisation comme celle-là, mais vraiment d'être là, de voir à tous les aspects qu'on devait mettre en place. Ça fait que ça a pris comme 18 mois à peu près avant d'arriver à ça. J'allais dire, à la limite, même Daniel n'avait pas... Daniel qu'on a reçu ici, là, puis qui m'en tiendra pas rigueur si je dis ça, j'espère. Mais personne, très peu de gens ont cette expérience-là. Là. C'est une aventure de défrichage, là, littéralement. Oui, c'est vrai, dans un certain sens, c'est unique. C'est juste que Daniel avait un bagage sportif et de gestion beaucoup plus large que le mien. Là. Quand j'ai eu ce poste-là, je venais d'avoir 30 ans. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour moi de pouvoir en faire partie. Puis, au départ, moi, je pensais être là juste pour mettre sur pied le programme. Puis, à un moment donné, j'avais dit à Daniel, c'est sûr que c'est quelque chose un projet auquel je m'attache. C'est quand même gros dans ma vie. Est-ce que tu penses que je pourrais demeurer peut-être comme entraîneur adjointe? Puis, elle m'avait dit, c'est sûr et certain que tu vas rester dans l'environnement. Puis, à ma grande surprise, quelques mois plus tard, j'ai été nommé entraîneur-chef, ce qui était pas du tout espéré. Je pensais que tu étais entraîneur-chef depuis le début. Oui, c'est ça. J'ai été, il n'y a pas eu... C'est juste entre vous deux. Là. Ça, quand nous, je dis quelques mois plus tard, c'est après le début de la mise sur pied du programme. J'ai été engagée en 2008 pour mettre sur pied le programme avec Daniel et France. Et quand ça a été le temps de sélectionner les entraîneurs, là, j'ai fait partie de ceux qui ont été considérés visiblement. Puis c'est moi qui ai été sélectionné. Écoute, la question est bizarre un peu, mais mettre sur pied un programme comme ça, c'est enivrant. J'imagine, on vient de le dire, c'est particulier. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais entre à ce moment-là puis aujourd'hui, c'est quoi l'évolution du plaisir ou l'évolution de la satisfaction? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que ça reste égal? Est-ce que... C'est une bonne question. Ce qui a évolué, c'est surtout, je pense, mes tâches à moi. Moi, comme personne, comme entraîneur, j'ai vieilli, j'ai maturé, j'ai rencontré un paquet de gens. Fait que je pense que c'est mon évolution à moi qui a fait que c'est pas les mêmes choses qui me passionnent, c'est pas les mêmes choses que je dois acquérir rendu aujourd'hui à 46 ans, bientôt 47. Fait que c'est peut-être là la différence. Puis c'est aussi le fait qu'on a vécu assez rapidement des très beaux succès. Donc, l'exaltation de la victoire, c'est ça. Maintenant, j'ai soif de ça beaucoup après l'avoir C'est le vécu. carburant, oui. Ça croît avec l'usage? Est-ce que je comprends? Oui, définitivement. Ouais. Ça devient comme une drogue. Là. C'est quelque chose qu'on veut revivre. Quand tu vis ça, tu veux le revivre, c'est certain. Là. Mais des drogues, des fois, c'est la première fois la meilleure. Je sais pas, je n'ai jamais consommé. Non, mais il y en a qui disent ça. Mais c'est peut-être pas nécessairement le cas avec un championnat. Écoute... on part il y a toujours un moment où on part du début. Le hockey, pourquoi? C'est rentré comment?
Je pense comme la majorité des gens, c'est venu par le plaisir là, à l'extérieur, jouer dans la rue, dans le bon vieux temps, là, quand on avait encore le droit de faire ça. Moi, j'avais un frère qui était 5 ans plus vieux que moi. Puis je me souviens plus dans quel ordre, mais en tout cas, je me souviens que j'étais devenue comme le cobaye pour... Moi, j'étais gardien de but. Oui, bien la petite sœur, le petit frère, c'est souvent le gardien de but. Fait que j'étais comme le shooter-tooter. Là, on me lançait dessus avec sa gang de gars. Puis des fois, je pense à ça, je me dis, c'est pas 5 quand tu penses. On avait 5 ans différents. Je me souviens d'avoir mis les patins pour la première fois quelque part à 5 ans, 5 ans et demi. Puis, j'avais déjà joué au hockey dans la rue à ce moment-là, de mon souvenir, en tout cas. Faudrait que je vérifie avec ma mère. Mais fait que quand je passe à ça, je me dis, c'est un petit peu malsain, un enfant de 10 ans qui lance sur une petite fille de 5 ans. Mais bon, ça a l'air que c'était ça. Puis, je me souviens, mon souvenir le plus frais, disons, c'est qu'à un Noël, à un moment donné, mon père m'avait dit, toi, Isabelle, est-ce que ça te tenterait de jouer au hockey? Puis j'avais dit, oui, mais je peux pas. Là, ça, c'était début des années 80. T'es originaire de quel coin? De la Chine. OK. Oui. Alors, mon père a dit, je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Tu es capable de jouer comme ton frère. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Parce que quand même, quand j'y pense aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ça fait quand même 40 ans de ça. Mon père m'a emmené à l'Aréna de la Chine pour faire les inscriptions pour le hockey mineur, là, pour débuter dans le programme MAG qu'on connaît encore aujourd'hui. Puis ça, de mon souvenir, en tout cas, ça avait bien passé, ça avait été correct. Puis à chaque année, on retournait pour faire mon inscription. Je pense, à ma dernière année à Tombe, on m'a dit, on a dit à mes parents, ça va être la dernière année. Puis là, mes parents posent la question à savoir pourquoi. Ils ont dit, c'est parce que c'est une fille. Puis à un moment donné, elle ne pourra plus continuer avec les garçons. Puis mes parents s'étaient un peu battus en disant, montrez-nous un règlement, en quelque part. Est-ce que vous offrez le service pour les petites filles à ce moment-là? Je ne vois pas pourquoi qu'elles ne pourraient pas continuer. Puis je jouais toujours dans le double lettre, dans les meilleures catégories que les garçons. Donc, comme gardienne, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Comme gardienne de but. Donc, d'année en année, comme ça, j'ai fait mon chemin. Puis je suis devenue comme la petite coqueluche là, à la Chine, à l'Aréna. Tout le monde me connaissait. La dame au restaurant, le monsieur au Pro Shop, tout le monde me connaissait. Puis je suis devenue comme la petite sœur. Puis j'ai continué mon hockey mineur avec les garçons quand même jusqu'au junior 2A avant de passer au côté féminin. On est presque du même âge. Je suis tout près. C'est ça. Vous avez été quelques filles, puis j'imagine que d'une association de hockey mineur à l'autre, ça se passait pas différemment. Puis peut-être que les gens de la Chine, il n'y avait pas de mauvaises intentions. C'est juste qu'il n'y avait pas de précédent, disons ça comme ça. Je suis convaincu qu'il y a des places où il y a eu de la mauvaise intention pour avoir frayé dans le hockey mineur. Il n'y a pas juste les questions de genre là, qui pouvaient être sujettes à ça, mais là où je veux en venir, c'est que vous avez été, dans le fond, une génération vous avez ouvert le chemin. Étais-tu la seule? Tu n'étais pas la seule fille. À la Chine? À la Chine, j'étais la seule, définitivement. Je pense que la première fille que j'ai vue, j'étais rendue d'âge junior, donc 19 ans, 20 ans. Sinon, moi, je me souviens très bien, là, je sais que tu as reçu Kim Saint-Pierre, que tout le monde connaît très bien. Elle était à Châteauguay, donc c'était dans la grande région du Lac-Saint-Louis. Donc, la Chine, on jouait fréquemment contre Châteauguay. Puis Kim était, je pense, 2 ans ou 3 ans plus jeune que moi. Puis dans la même journée de hockey mineur, on peut voir le Pee-Wee 2A, le Bantam 2A, le Midget 2A qui jouaient un après l'autre. Fait que moi, je me souviens de l'avoir vu. Une fois que j'ai été rendue à peu près, je pense, Midget ou dernière année, Bantam était toujours dans la catégorie plus jeune que moi. Puis il y avait aussi une fille qui s'appelait Tamily Souchuk qui jouait à Saint-Laurent, qui, elle, était de la même âge que moi de mémoire, puis qui, comme Kim, a joué sur l'équipe nationale. C'est les deux seuls que je me souviens d'avoir croisés là, dans toute ma carrière. Même quand je suis allée dans des tournois à l'extérieur, on a fait des tournois un peu partout au Québec. Il n'y en avait juste pas. Moi, j'ai été mise au fait qu'il y avait des femmes qui jouaient au hockey quand les premières fois, j'ai vu des France Saint-Louis et des Daniel Goyette à la télévision là, dans les championnats canadiens qui étaient diffusés à l'époque à RDS. Donc, c'est là que j'en ai vu pour la première fois, en gros. Là. Parce que là, on en parle, mais de mesurer le chemin parcouru, tu dois trouver ça impressionnant. On dirait que ça se peut pas. Au même titre que des fois, je me regarde, je me dis, voyons, je suis déjà rendue à 46 ans. Puis là, quand je regarde ça, je me dis, j'ai commencé à jouer à 5-6 ans. Ça veut dire que ça fait 40 ans que je suis dans les arénas. On dirait que ça, c'est des chiffres que les gens de 75 ans donnent, pas du monde de mon âge. Fait que c'est un peu fou que je pense que cet appui-là que mes parents ont eu, puis je sais pas d'où ça leur est venu parce qu'il n'y avait pas de modèle, de dire, oui, ma fille, elle peut jouer au hockey. Qui m'a amenée dans l'aréna, c'était vraiment banal. C'était juste pour que je fasse un sport parce que j'aimais ça. Mais finalement, ça a été ma vie. Je veux dire, c'est ma carrière aujourd'hui. J'ai juste travaillé dans le sport toute ma vie. J'ai fait aucun autre emploi. J'ai pas travaillé au McDo. J'ai juste fait du sport. Fait que c'est quand même quelque chose qui était juste un petit geste sans aucune intention. Ça a forgé ma vie, finalement. Le battement d'aile du papillon, genre. Parle-nous un peu fait que tu joues au plus haut niveau jusqu'à temps de devenir une adulte. Comment ça se passe rendu là? Tu as des contacts avec les programmes nationaux?
Oui, ben je pense que c'est une fois que j'ai fait le saut du côté féminin, donc j'ai été jusqu'au junior 2A masculin, puis je ne sais pas comment quelqu'un avait eu mon contact, mais à ce moment-là, il y avait le Cégep Saint-Laurent qui jouait dans la Ligue universitaire féminine au Québec avec Concordia, McGill et l'Université du Québec à Trois-Rivières à l'époque. Comme le bassin était petit, je ne sais pas ce qui avait amené le Cégep à pouvoir évoluer dans cette ligue-là, ce qui leur permettait d'avoir 5 joueuses de l'extérieur du Cégep, donc soit d'un autre Cégep ou d'une université. Fait que c'était mon cas. Moi, j'étudiais à l'Université de Montréal, alors j'ai pu aller pratiquer et jouer avec les Patriotes de Saint-Laurent, qui à l'époque avait une autre gardienne de but qui étudiait à l'Université de Montréal en médecine, donc elle ne pouvait pas faire tous les matchs. Fait OK. on m'a demandé d'aller pratiquer avec elle. Il y avait Caroline Ouellette, entre autres, qui était là, qui étudiait dans un autre cégep. Alors, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvée au hockey féminin. Puis, sur le plan hockey, au début, j'ai pas adoré parce que c'est sûr qu'on ne parle pas du même calibre qu'aujourd'hui aussi à l'époque. Fait que la vélocité des tirs et tout, là, je me souviens, moi, j'étais gardienne de but dans les pratiques. Les filles arrivaient, lançaient. Je me jetais à genoux par réflexe. La rondelle n'était pas arrivée, puis je me relevais. Fait que c'était comme un timing à acquérir, mettons. Mais j'ai beaucoup aimé l'aspect social. T'étais trop bonne. J'étais pas trop bonne, vite, mais la rondelle allait pas assez vite Ouais. à mon goût. Mais tu sais, avec les années, ça s'est amélioré aussi. Puis moi, je me suis habituée à ce timing-là. Puis j'ai adoré l'aspect social d'être dans l'environnement, dans le vestiaire, puis d'être à sa place, contrairement à toujours aller changer dans la toilette pendant que les gars... Fait que c'est un côté que je pense que ça nous avait manqué là, comme fille toute notre vie d'avoir joué avec les gars. Là. Que tout l'aspect camaraderie, veut pas, c'était pas être la même, c'était pas la même chose. En bas âge, oui, c'est pas mal pareil, mais quand tu arrives à Bantam, Midget, Junior, il y a comme une distinction. Mais moi, ils m'ont toujours super bien traité. J'ai vécu aucune mauvaise expérience. Puis j'ai été traitée comme si j'étais la petite sœur de ces gars-là. Fait que ça a super bien été. Mais j'ai vraiment découvert un côté social, une appartenance qui était différente. Puis j'ai continué ma carrière du côté féminin. Puis c'est là que j'ai eu des invitations pour les camps d'équipe Québec. J'ai joué sur l'équipe Québec senior à l'époque qui existait en championnat canadien. Puis j'ai été invitée au camp d'équipe nationale à 2 reprises. Puis le dernier, c'était celui juste après les Olympiques de Nagano. La première fois où Kim Saint-Pierre a été sélectionné. Ouais. Alors moi, bien sûr, j'ai été retranchée. On peut pas dire que c'est un mauvais choix. Okay. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que Kim, je l'ai accusé de quelque chose sur le plateau. Je me rappelle pas c'était quoi, mais on a fait un magazine télé pendant les derniers Jeux, puis c'est ça, on avait convenu que c'était de sa faute, parce qu'elle était trop bonne, mais il y avait je me rappelle pas c'était quoi la conséquence, mais c'est un concept auquel on est habitué. Oui, tout à fait. Disons ça comme ça. Est-ce que il y a un moment où tu te dis, tu viens de dire, j'ai jamais travaillé au McDo, puis... tant mieux, ou enfin, tant pis, je sais pas. Mais est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, ça va être ça ma vie, je vais gagner ma vie là-dedans? Non, jamais jusqu'à très tard, là, parce que dans le fond, moi, ce que je voulais faire, c'est être professeur d'éducation physique au départ. Puis finalement, j'étais trop réservée pour me retrouver devant un groupe. J'étais pas à l'aise. Fait que j'avais bifurqué plus vers le côté kinésiologie, entraînement d'athlète et tout ça. Fait que c'est vraiment vers ça que je me dirigeais. J'avais parti une entreprise avec des collègues dans ce domaine-là. Mais tranquillement, à côté, je continuais des trucs par rapport au hockey. Puis à un moment donné, est venue une opportunité au Cégep de Saint-Jérôme de développer un programme de hockey pour augmenter la participation des jeunes filles. Qui étaient en parallèle à leur équipe. Donc, c'était pas lié au coaching, c'était vraiment un poste de gestion. Fait que c'est là vraiment qu'après mes études où j'avais travaillé plus dans le monde de l'entraînement, j'ai décidé d'accepter ce contrat-là qui était vraiment spécifique au hockey. J'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis après ça, je me suis retrouvée encore en gestion du sport à l'INS, à l'Institut national du sport, comme coordonnatrice des services aux athlètes. Puis, à un moment donné, j'ai été en contact comme ça avec Danielle Sauvageau, que je connaissais parce que les camps que j'avais fait à l'équipe du Canada, c'était elle qui était l'entraîneur-chef. Donc, je la connaissais comme ça de vue. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un coup de téléphone me disant qu'on voulait mettre un programme sur pied à l'Université de Montréal. Puis, on avait vu que j'avais l'expérience d'avoir travaillé sur la mise sur pied d'un certain programme au cégep. Donc, on m'a demandé si j'étais intéressée. Je suis allée rencontrer les gens là-bas. Puis à ce moment-là, c'est sûr que leur souhait, c'était d'avoir Danielle comme entraîneur-chef et pour mettre sur pied le programme. Et Danielle était impliquée avec les Jeux de Vancouver 2010 à ce moment-là. Puis elle avait dit, c'est pas possible pour moi, mais elle me connaissait parce que j'ai oublié de te le mentionner. Là, Danielle était liée aussi au cégep de Saint-Jérôme, étant une ancienne étudiante de ce cégep-là. Fait que je l'avais côtoyée dans le cadre de mon emploi là-bas. Puis je pense qu'elle avait une bonne impression de moi. Puis elle a dit, vous devriez la rencontrer. Puis de fil en aiguille, c'est là que j'ai été engagée. Je me suis retrouvée dans le poste dont on parlait tantôt, là, à la mise sur pied du programme. On parlait du fait que vous avez ouvert le chemin, mais à chaque fois qu'il est question de hockey féminin, que ce soit en entrevue comme ça ou ici, ou Danielle, c'est comme la marraine là, du hockey féminin au Québec, puis au Canada, j'imagine aussi. Corrige-moi si je me trompe, je pense pas qu'elle est de
de gens à son niveau, ailleurs au pays. Là. C'est quelque chose de particulier. Je ne voudrais pas insulter personne. S'il y en a, je ne les connais pas, mais pour vrai, Danielle a tout fait. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Puis elle a tellement travaillé fort, elle a tellement bûché pour mettre sur pied. Et encore aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, tu es encore là. C'est ça qui est fascinant, sa passion. Fait que c'est sûr que oui, c'est la dame du hockey féminin au Canada, sans aucun doute à mes yeux. Donc là, je comprends que tu t'es retrouvée... Est-ce que tu t'es retrouvée entraîneuse comme par hasard? Bien, en fait, j'ai commencé à l'âge de 16 ans à entraîner bénévolement parce que à l'école secondaire où j'allais, on nous demandait de faire un certain nombre d'heures de travaux communautaires ou de bénévolat dans la communauté. Et c'est comme ça que, bien sûr, moi, la seule chose que je voyais dans la vie, c'était le sport. Alors, j'avais commencé au niveau de l'association du hockey mineur. À ce moment-là, moi, j'étais gardienne de but, donc j'ai commencé comme entraîneur des gardiens de but là, dans des équipes de hockey mineur plus jeunes que moi. J'ai fait beaucoup d'écoles de hockey. Puis là, dans ma formation, j'avais fait des cours aussi liés au hockey, tout ça. Fait que tranquillement, j'ai comme développé un intérêt aussi pour autres que les gardiens de but. Puis c'est notamment au cégep de Saint-Jérôme que je dirigeais l'académie de hockey qui a porté le nom de Daniel Sauvageau, d'ailleurs. Alors, c'est là que j'ai été exposée à ça. J'ai fait mes cours d'entraîneur, j'ai fait mes cours à l'université spécifiques au hockey. Puis j'ai commencé vraiment derrière le banc d'une équipe de hockey féminin au niveau midget, là, au niveau hockey mineur, quelques années là, avant d'être nommée à l'Université de Montréal. Et puis, j'ai fait une année avec les anciennes Canadiennes de Montréal, avec la les Ligue stars, canadienne, avant d'être nommée à l'université. Donc, ça va faire 15 ans à l'université, plus peut-être un 5 ou 6 ans avant. Là. Je pense que j'entraîne derrière un banc depuis 2005 à peu près. Là. OK. Donc, il y a un petit anniversaire, un petit chiffron qui s'en vient. Qu'est-ce qui est le plus... Parce que, bon, c'est ça, je ne voulais pas dire par hasard, mais c'est un paquet d'intérêts qui ont fait en sorte que, et parallèlement, en faisant, qui font en sorte que là, c'est dans les postes les plus prestigieux qu'il y a au hockey féminin. Qu'est-ce qui est le plus challengeant? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ou qu'est-ce qui était le plus difficile quand tu as commencé et qu'aujourd'hui, tu as réellement amélioré? Je ne sais pas, parce que... c'est ça, c'est un métier. Là. C'est un métier en soi. C'est bien. Il faut connaître le hockey, évidemment. Il faut connaître les stratégies. Mais je veux dire, derrière le banc, c'est une performance aussi. Oui, bien, c'est que je pense qu'on réalise qu'effectivement, c'est un métier. Et puis, pour être un bon entraîneur-chef au hockey, dans le sport universitaire, à tout le moins, il faut être... vraiment quelqu'un qui est bon dans plusieurs affaires. Il faut être un bon généraliste. C'est-à-dire que, bon, on a de la gestion de personnel, de la gestion d'athlètes, il y a des choses académiques, de la gestion de budget, du recrutement. On commande des équipements, on donne des entraînements, il y a un paquet de choses. Il y a un côté, un côté psychologique avec les jeunes, il y a le lien avec les parents, des trucs par rapport aux médias. C'est vraiment très, très large ce qu'on a à faire. On ne peut pas juste être super bon dans ce qui est spécifique au hockey puis délaisser tout le reste. On doit être un bon communicateur. On peut en passer. Il y en a plein de qualités qu'on doit avoir. Fait que c'est vraiment ce que j'ai découvert aussi. C'est qu'on doit vraiment être un super bon généraliste. On ne peut pas juste se spécialiser dans quelque chose puis faire fi du reste. Le travail est trop large. Il y a vraiment beaucoup à faire. Là, écoute, tu as comme ouvert une porte. Il y a quelques semaines, dans les médias, il y avait l'histoire de l'entraîneur à Saint-Hyacinthe au midget 3 qui a démissionné parce que les parents, c'était lourd. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, j'ai pas cette expérience-là, moi, de mon vécu d'entraîneur, mais même au hockey mineur. Parles. Mais oui, mais c'est un peu vu comme étant, quand on arrive au niveau universitaire, c'est sûr, nos entraînements sont en fin de journée. On est dans un aréna où il n'y a pas de parents, il n'y a pas de spectateurs qui sont là. Puis les athlètes viennent d'un peu partout dans la province, même dans le pays. Certaines viennent de l'international. Fait que c'est pas vrai que les parents sont là tout le temps. Fait que des fois, on se dit, ce qui est véhiculé, ça, vous êtes chanceux au monde universitaire, vous n'avez pas à délai avec les parents. Je le comprends, parce que quand on lit des histoires comme ça, on se voit peut-être en effet. Mais c'est sûr que dans les valeurs de notre programme, nous, ce qu'on a fait très tôt, c'est d'inclure le plus possible les parents. Je me souviens, il y a 2 ans, j'ai fait une rencontre Zoom avec l'ensemble des parents de l'équipe pour se présenter, pour expliquer ce qu'on voulait faire avec l'équipe. Fait que je pense que ça, c'est le réflexe qu'on a toujours eu en championnat canadien il y a quelques années. En 2016, un soir, on avait invité toutes les familles à l'hôtel. On avait organisé juste pour prendre un café avec tout le monde, passer du temps avec eux, parce que aussi, j'ai réalisé que c'est un peu une surprise pour moi, mais tu sais, quand j'ai commencé le programme, les jeunes qui venaient chez nous voulaient juste sacrer leur camp de la maison puis s'en venir à Montréal s'ils venaient d'une région, se sauver de leurs parents. Mais aujourd'hui, c'est le contraire que je vois, c'est que c'est vraiment important pour elles que leurs parents soient là au match, qu'ils soient présents, puis quand on peut les inviter après un match ou peu importe c'est quoi l'événement, que les parents soient là, ils apprécient ça. Puis je pense qu'ils apprennent à nous connaître puis à nous apprécier aussi comme personne, fait que le jugement est peut-être moins grand. Je dis pas qu'un entraîneur comme celui là, qui a sorti récemment, là, qui a donné sa démission
l'émission n'a pas tenté de faire ça aussi. Là, je connais pas sa réalité. Ouais, ben... Fait que ça veut pas dire que tout ça fait en sorte que des événements comme ça n'arrivent pas, mais je pense que le milieu du hockey féminin et le sport universitaire en général est un milieu qui est très sain. Puis ça, c'est, je pense, un privilège qu'on a d'évoluer là-dedans. Écoute, je prends peut-être pas la bonne tournure, mais certainement, ce qui pourrit le hockey masculin, c'est le rêve des millions et de la gloire et de la Ligue nationale de hockey. C'est ça, je m'en veux, là, parce que je veux mentionner le fait que le niveau professionnel s'améliore chez les filles. Donc, tout ça pour dire que ça va peut-être devenir comme ça. C'est finalement, j'essaie de parler de quelque chose de positif, mais j'en parle négativement. Oui, bien, je comprends ce que tu veux dire. Puis même nous, là, avec l'avènement de l'équipe de la PHF, la Force de Montréal, puis éventuellement, on présume que l'autre équipe là, va être mise sur pied. Ou qu'enfin, ils vont régler, il y aura union. Oui, en tout cas, il y a quelque chose est à venir. Ouais. Mais quand c'est arrivé, c'est sûr qu'on voit juste du positif là-dedans parce qu'on se dit, enfin, il y a un débouché pour nos meilleures joueuses pour qu'elles puissent continuer de jouer et être rémunérées pour le faire. Mais de l'autre côté, là, tranquillement, je fais, OK, ouais, mais ça va être à voir qu'est-ce qui va se passer parce que justement, on leur offre quand même beaucoup d'argent pour n'importe qui, là, quand tu sors d'université et qu'on peut te donner 120 000 Américains pour jouer au hockey. C'est beaucoup moins que du côté masculin, mais c'est quand même énorme quand on y pense. C'est plus que ce que je gagne. Moi. Exactement. Donc, moi aussi. Et puis, c'est un scoop, mais c'est ça. Et puis, quand on regarde ça, on se dit, ben cet attrait-là de l'argent éventuellement qui est appelé probablement à continuer de grandir, l'offre monétaire va être encore plus grande, mais qu'est-ce que ça va faire dans le changement des façons de faire, puis les athlètes, les choix qu'ils vont faire aussi. Là, c'est facile de dire, on continue aux études parce que dans le sport féminin, le développement se fait uniquement dans l'académique, au niveau collégial, universitaire, c'est là que ça se passe. C'est un chemin obligé. Alors là, la donne va peut-être changer un petit peu. Fait qu'on va peut-être vivre ce côté business-là qu'on n'a pas en ce moment. Mais est-ce que tu sens parce que là, j'abordais ça de manière négative. Puis pourtant, on se connaît pas, mais c'est vraiment pas mon genre, mais bon. Ça a sorti comme ça. Mais est-ce que tu le sens, là, ça, que ces horizons-là qui changent? Est-ce que tu sens du positif là-dedans, dans l'ambiance, dans le vestiaire, justement? Avant, il n'y en avait pas de débouché, puis là, tranquillement, ça a changé aussi radicalement. Là. Mais s'il y a de quoi de positif, c'est que nos athlètes qui arrivent là, en fin de parcours ont ça maintenant comme objectif. Fait que ça les pousse à continuer à se développer et de ne pas voir, exemple, une 5e année universitaire comme étant le bout du chemin. Puis de se dire, moi, j'ai plus besoin vraiment de m'améliorer là-dedans. Puis même nous, comme entraîneurs, des fois, tu arrives avec une fille de 5e année, on se dit, OK, là, ça, on va peut-être lâcher prise là-dessus parce qu'elle ne l'a jamais acquis. Puis peut-être qu'il faut qu'on lâche prise, mais ça change un peu notre façon de faire les choses parce qu'il y a quelque chose qui les attend après. Puis je pense que ça nous a démontré qu'il y avait vraiment un besoin. Tu as parlé de joindre les deux ligues. Éventuellement, moi, c'est ce que je pensais qu'il devait arriver quand il y avait la ligue aux États-Unis, là, la NWHL. On se disait, voyons, il faut qu'ils se joignent les deux. Ouais. Mais ça m'a permis de voir qu'il y a assez de joueuses de bon niveau pour qu'on ait deux niveaux, justement, un niveau d'entrée professionnelle puis un niveau plus élevé, un peu comme on le voit du côté des hommes. Donc, espérons que ce ne sera pas. En tout cas, moi, c'est mon souhait, deux ligues qui vont joindre, mais vraiment qu'on va avoir deux entités. Et c'est ça. Et il y a là l'aboutissement de ce dont on parle depuis tantôt. Je me rappelle quand ton ex-collègue, Danny Maciocia, souvent, des fois, son nom était dans les rumeurs, il y a quelques années, là, avant qu'il accepte le poste avec les Alouettes, son poste alimentait les rumeurs. Puis certains commentateurs disaient, voyons, pourquoi il laisserait un job de rêve, entraîneur d'un programme universitaire comme celui des Carabins, pour aller dans le football professionnel, ou est-ce que tu peux être congédié juste parce que tu as éternué de travers? Est-ce que c'est ta job de rêve? Est-ce que c'est une job de rêve? Ça a l'air. Oui, c'est ma job de rêve et ça le demeure malgré ce que je vois qui se dessine parce que c'est une qualité de vie qu'on a. Moi, je reviens coucher chez nous à tous les soirs, même si je joue sur la route de la façon que le circuit est fait actuellement. Au pire, on fait 3-4 heures de route puis on revient. Fait que juste ça, en soi, c'est quelque chose. En termes de nombre de matchs, on a plus d'entraînement que de matchs. Fait qu'on est vraiment dans le développement. C'est pas une business. On n'a pas justement l'épée au-dessus de la tête que si on ne performe pas, qu'on va être congédié. On a une stabilité. Tu vois, comme je te dis, moi, ça fait 15 ans que je suis là. Puis, avant moi, il y a eu Peter Smith à McGill qui vient de prendre sa retraite. Il a fait 20 quelques années. Donc, c'est quelque chose de fréquent, de commun et même d'encourager dans le réseau. Fait que ça, je ne retrouverais pas ça dans le milieu professionnel. Fait que pour ces raisons-là, en tout cas, actuellement, moi, je suis dans ma job de rêve. Il ne faut pas oublier le fait, comme on a dit, que j'ai travaillé à le mettre sur pied. Donc,
je vois pas le jour où je vais être capable de me détacher de ce programme-là. Je pense que je vais faire comme foot à la porte avant que je m'en aille. Là. Ça va être trop difficile. Puis ça va pas assez mal, vraiment, pour exact, pas encore, que ça puisse arriver. Mais dans cette optique-là, c'est quoi les ambitions? Oh, rien d'autre que parce que c'en est une, là, à chaque jour, là, de s'améliorer, d'améliorer les choses. Mais est-ce qu'il y a autre chose? Bien, autre que ce que je fais avec les carabins, puis ça a toujours été un rêve pour moi, ayant été dans le sport, c'est d'aller à des Jeux olympiques, quel que soit le rôle dans lequel ce sera. C'est sûr qu'à une certaine époque, j'ai rêvé d'y être comme athlète. Mais je pense que maintenant, peut-être, je fais l'analyse de matchs internationaux là, pour RDS. Là. Donc, peut-être c'est dans un rôle comme celui-là que je pourrais peut-être... assister à des Jeux olympiques, ce serait ça mon rêve, là, autre que ce que je fais comme entraîneur. Puis sinon, c'est sûr qu'avec l'équipe des Carabins, ce que je souhaite, c'est qu'on réussisse à continuer à performer dans le temps, ce que je pense qui a été une de nos grandes qualités jusqu'à présent. Mais le fait qu'on soit une université strictement francophone, ce qui était au départ un avantage est devenu maintenant un défi en termes de... On fait juste regarder le bassin de joueurs auquel nous, on a accès. Si j'entraînais une équipe anglophone, je pourrais aller chercher des joueurs en République tchèque, je pourrais aller les chercher n'importe où parce que tout le monde, ou à peu près, parle anglais dans le milieu sportif où ça s'apprend relativement facilement. Donc, de continuer à avoir du succès, de trouver des façons de garder nos meilleurs francophones ici, c'est quelque chose que je veux continuer de faire. Puis de continuer à avoir un impact positif dans la vie des jeunes qui passent par chez nous. C'est vraiment ça, mon objectif. C'est intéressant. Mais moi, je pensais que back-checker, c'était un mot français, mais non. Ça l'est devenu, ça a l'air. C'est ça, c'est dans le jargon. Mais tu vois, on pense pas à ça. Donc, toute la vie se passe en français chez les Carabins. Oui, bien c'est sûr que, comme tu l'as dit, le back-check, on le dit des fois. Il y a des mots français, comme ça, mais ça demeure que j'essaie. Ça compte. C'est une fierté pour nous de dire qu'on est la seule institution francophone dans notre circuit. Il y en a une autre qui est complètement francophone, qui est Moncton, mais c'est quand même unique. Puis de dire qu'on est... avec juste, entre guillemets, des francophones, pour le petit nombre qu'on a, de réussir à faire partie des meilleures équipes au pays année après année, bien, c'est une grande fierté qu'on a. Fait que c'est sûr que les trucs sont écrits dans le vestiaire. On essaye le plus possible que ce soit en français. On essaie de communiquer en français, de garder cet ADN-là qu'on a. Fait qu'on fait attention. C'est pas marqué « no excuses ». Non, en effet. C'est pas d'excuses. Ouais. Bon, c'est pas la même... On n'est pas dans ces mentalités-là. Non. Non, j'imagine que non. J'allais te dire, mais là, je devine ta réponse, mais puis c'est peut-être une question plus pour le hockey masculin aussi, mais est-ce qu'il y a matière à développement? Bon, il n'y a pas de oui et non. Là, j'allais dire, l'Université du Québec à Montréal a des programmes sportifs. Ils n'ont peut-être pas les infrastructures pour avoir une équipe de hockey, là, je ne sais pas, là, mais que ce soit à l'extérieur de Montréal, est-ce que ce serait souhaité? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce que, je ne sais pas, je pose la question là, en ignorant. Et certains vont dire que c'est tout ce que je sais faire. Je ne commenterai pas là-dessus. Je vais répondre à ta question. C'est gentil. Mais c'est sûr qu'on entend depuis de nombreuses années un souhait à l'Université Laval. En fait, peut-être pas de l'Université Laval, mais des gens du milieu du hockey féminin, parce qu'une des meilleures équipes au Québec depuis très longtemps, c'est le Cégep Limoilou qui est à Québec. Donc, les gens de l'environnement de Québec. Puis c'est vrai qu'en termes de nombre, dans cette région-là, ils ont beaucoup de très bonnes joueuses de hockey féminin. On peut descendre dans les niveaux inférieurs, puis c'est quand même exceptionnel de voir le talent qu'il y a là-bas. Donc, il y a un souhait, puis on en entend parler de plus en plus, notamment parce qu'il y a des pressions aussi pour partir un programme masculin universitaire. Donc, ce qui a été dit, c'est que s'il démarre un programme masculin, il y a comme une obligation, en guillemets, de partir aussi du côté féminin. Fait que ça, j'ai l'impression que ça va finir par arriver. C'est sûr qu'on a aussi une menace là, dans notre circuit. Là. Il y a 2 équipes ontariennes là, qui sont avec nous, Carleton et Ottawa, que présentement, ce qu'on a appris, c'est qu'elles voudraient quitter à partir de la saison 2024 pour retourner dans le circuit ontarien. Donc, si ça arrive, là, ça devient un besoin urgent qu'on ajoute une équipe. Pour moi, mon opinion, c'est que je trouve pas qu'on a assez de joueuses francophones pour avoir 2 équipes francophones, contrairement à ce que les gens peuvent penser, parce que les anglophones ne viendront pas étudier en français, que ce soit à l'Université Laval ou à l'Université de Montréal, mais le contraire, il y a beaucoup de francophones qui vont étudier en anglais à Concordia ou à McGill. C'est même un peu une mode actuellement. Même. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va représenter un défi de se partager entre ces équipes-là, les joueuses francophones.
Mais comme je t'ai dit, si on perd 2 équipes, ça va devenir une nécessité. Actuellement, si on était 6, oui, je pense que régionalement, il y a un besoin pour garder ces joueuses-là dans leur région, mais en termes de ligue et de bassin, je ne suis pas certaine qu'on est rendu là, mais c'est ça, c'est les événements qui font je trouve que mon ignorance paye, là, parce que non, mais c'est intéressant, puis c'est des choses qu'on connaît peu. Puis on aurait tendance à penser, c'est ça, qu'avec l'avènement d'une ligue et tout ça, que c'est en plein essor, mais il y a des détails comme ça qui sont intéressants. Est-ce que tu parlais tout à l'heure que ce contact-là avec les jeunes, le développement, c'est une période charnière dans la vie d'un être humain aussi. As-tu gardé des contacts? Est-ce que il y a de ces relations-là sur 15 ans là, qui s'inscrivent dans le temps depuis le début? Oui, il y a beaucoup d'anciennes joueuses avec qui je suis en contact quand même assez régulièrement. Entre autres, récemment, je suis allée à Brampton pour le championnat mondial pour voir l'équipe de France et aussi beaucoup d'anciennes athlètes de notre équipe qui ont joué pour les Carabins pendant qu'elles étaient membres de l'équipe de France. Fait que j'ai passé du temps à aller déjeuner au restaurant avec des anciennes joueuses, avec leurs parents. Okay. Donc, c'est des contacts que ça, c'est un privilège de garder. Puis, c'est une fierté aussi quand des athlètes veulent rester en contact avec toi après coup. Puis, pendant qu'ils sont chez nous, on n'est pas des amis. Je suis leur entraîneur, puis il y a une ligne. Puis après, il y a comme un respect qui fait qu'on reste en contact. Fait que ça, il y en a plusieurs. Kim Deschaines, qui a joué pour la Force de Montréal cette année, en est une. Catherine Dubois. Il y en a plusieurs. Valérie Saint-Onge, les anciennes capitaines de notre équipe. Des fois qu'on a eu une relation un peu plus privilégiée. Là. Fait que souvent, je vais rester en contact avec elles. On va s'écrire, on va aller prendre un café. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de le fun de voir qu'est-ce qu'elles deviennent. Puis souvent, elles s'impliquent elles-mêmes aussi dans le hockey comme entraîneur ou dans différents rôles. Puis c'est pas rare qu'ils vont m'écrire ou me donner un coup de fil, me demander des idées, des conseils. Ça m'apparaît comme une bonne idée. Oui. J'ai un flash en t'écoutant. La France, pour régler le problème du bassin de joueurs francophones, la Suisse... Oui. Je niaise un peu, là, mais... Oui, mais en Suisse, en fait, il y en a très peu. Nous, on a eu 2 Suisses dans l'histoire, là, une qui vient de terminer, mais beaucoup qui sont sur l'équipe nationale de Suisse parlent l'allemand et l'anglais et non pas le français. Puis sur l'équipe de France, effectivement, on en a eu plusieurs au fil du temps, mais de plus en plus, elles ont le même réflexe. Là. Quelques-unes, dans les dernières années, sont allées du côté américain avec l'idée d'améliorer leur anglais et tout. Fait que c'est quand même un petit bassin, puis il y a peu de renouvellement. Là. Ils ont, justement, la capitaine Marion Almoz, qui a joué chez nous, vient de prendre sa retraite, puis je pense qu'elle a joué sur l'équipe nationale depuis qu'elle avait 16 ans, puis elle en a 36. Là. Fait que, il y a quand même peu de possibilités de ce côté-là. Il y a un peu de franco-canadienne. Au Manitoba, on en a eu, Nouveau-Brunswick et tout ça. Mais les gens ils se disent le hockey féminin se développe énormément parce que oui, on le voit à la télévision plus, on le voit dans les médias. On a des ligues qui sont structurées maintenant. Le niveau universitaire a beaucoup évolué, collégial, mais en termes de nombre, c'est faux de penser qu'on a évolué énormément. On est toujours de l'ordre de fin des 6 000, début 7 000 depuis très, très longtemps. Donc, je pense que c'est la structure qui a évolué, le calibre, la qualité de l'encadrement, mais on n'est pas dans une explosion là, du nombre de participantes. Non, c'est ça. Le nombre d'êtres humains non plus. Je ne suis pas démographe, là, mais ça va tranquillement de ce que je comprends. Tout à l'heure, tu as dit les Olympiques, ça fait partie du rêve. Il n'y a pas de... Tu n'as plus de contact avec les équipes nationales ou est-ce que c'est encore... Oui, bien, ça fonctionne. Il faut que tu appliques sur ces postes-là. Une fois ou deux... Tu ne pourrais pas faire les deux? Oui, mais je te dirais que... En tout cas, actuellement, dans ma vie, dans les dernières années, l'implication que ça demandait d'aller dans des camps d'équipe nationale et tout. Là, une reprise, je me souviens, j'avais une invitation, puis je serais probablement allée, mais j'avais déjà des billets d'avion puis une vacance de prévu à l'extérieur. Fait que c'était comme impossible d'annuler mes plans. Puis il y a eu des moments où j'ai vu les applications passer. Je me suis dit, est-ce que j'applique ou non? Mais c'est que c'est souvent des moments où est-ce qu'on est en camp dans le temps des fêtes, en plein milieu de l'été. C'est beaucoup de voyagements. C'est pas, on fait pas ça pendant 1 an, puis on s'en va aux Olympiques. Ou en tout cas, ça arrive peu fréquemment. Puis il y a aussi le fait qu'on a... Je comprends les raisons aussi. On a impliqué beaucoup d'anciennes athlètes du programme national dans des postes d'entraîneur. Donc, le chemin à faire pour se rendre où est-ce que moi je veux aller est très long. Puis je suis à une place dans ma vie que j'aime ça être chez nous. Puis c'est ça. J'ai décidé de me dédier vraiment aux Carabins puis de choisir que si un jour j'allais aux Olympiques, ce serait probablement quelque chose lié aux médias et non pas derrière le banc. Puis c'est bien correct. C'est un choix que j'ai fait parce que je pense que j'aurais eu l'opportunité, là, comme d'autres coachs universitaires qui sont allés puis qui ont eu du succès. Mais je dis pas qu'on m'aurait choisi. Là, je ne veux pas prétendre ça, mais je pense que j'aurais au moins une chance de peut-être être sélectionné puis de faire partie de ça. Non, puis cela dit, on ne sait pas de quoi la vie est faite.
Exact. On ne le sait pas. Peut-être un jour. Bon, puis tu dis, j'aime ça être chez nous, puis qu'est-ce que tu fais chez vous? En regardes-tu beaucoup du hockey ou à un moment donné... Ben, je regarde beaucoup de hockey féminin, puis ça. Puis des fois, c'est drôle, je trouve ça un peu gênant, mais tu sais, le monde, il parle des joueurs de la Ligue nationale, des games. Honnêtement, je suis pas ça. Puis pendant un certain moment, c'était que j'avais juste pas le temps parce que les premières années, je te l'ai pas dit, mais j'étais pas coach à temps plein. Alors, j'avais un poste de gestionnaire à l'université. Puis... comme un 50 de tâches, si on veut, que je combinais à ma job d'entraîneur. Fait que quand on met les deux ensemble, une job de coach, tu peux pas faire 50 Fait que j'ai travaillé beaucoup jusqu'à la pandémie à peu près. Fait que, tu sais, regarder du hockey le soir à la télévision, j'avais pas le temps. J'étais devant mon ordinateur. Puis fait que j'ai vraiment comme délaissé ça. Je suis pas mal déconnectée de ça. Puis des fois, ben, je me sens un peu coupable de ça. Je me dis, ben voyons, c'est pas normal, t'es dans le hockey, tu sais, puis tu regardes pas ça. Mais en même temps, je connais mon sport à moi du côté féminin, puis j'ai pas assez de temps pour suivre le reste. Non, puis moi, j'allais dire, à un moment donné, là, on peut faire autre chose. Là. Si tu fais du hockey à la journée longue, là, le soir, on peut regarder un film, là, ou je sais pas. Là, oui, c'est ça. Fait que je fais beaucoup de travail. Je fais du sport moi-même. Je joue au golf. Je fais différentes affaires. Là, toi, tu travaillais, là, mais ça aurait pu être un loisir. Bon, écoute, je pense que... As-tu quelque chose à ajouter? Ben, je pense pas. Non, as-tu une question pour moi? Veux-tu savoir que je sais pas, hein? J'ai travaillé avec Daniel un peu aux Jeux olympiques, mais j'ai pas de potin. Moi, je savais pas ça. Mais je sais que tu l'as eu ici en entrevue. Oui, non, c'est pas... Puis elle était à Pékin. Est-ce que pour Sochi, non, mais à Pékin, c'est ça, elle était là-bas, moi j'étais ici, là, mais on se parlait, là, puis j'essayais de la faire fâcher avec mes questions un peu bêtes. Non, ben, elle est bonne. Elle est bonne. Je pense qu'elle... Elle m'a appris ça aussi, à rester bien calme. Quand on parle des fois de délai avec des parents, là, il est arrivé des situations des fois, puis c'est Daniel qui m'a appris à gérer, c'est ça. Dans sa carrière, elle avait appris ça. Elle. Bon, ben Isabelle, écoute, on te souhaite tout ce que tu veux pour le mieux, pour la suite, de prendre ta retraite. Non, mais je faisais l'exemple avec Mathieu Chia, mais c'est ça, les coachs de football masculin sont plus médiatisés. Là, puis on s'entend, le sport universitaire n'est pas très médiatisé en général, mais ouais, c'est ça, c'est une carrière. Là. Tu prends ta retraite. Oui, puis tu sais, pour moi, si je réussis à prendre ma retraite comme entraîneur des Carabins, hockey féminin, ça va être probablement la plus grande réussite de ma vie parce que on se demande toujours, est-ce qu'on va réussir à durer dans le sport universitaire? Est-ce qu'on va être suffisamment financé pour durer? Est-ce que, justement, le mouvement, la création d'une équipe, le retrait d'une autre, est-ce qu'on va réussir à survivre là-dedans? Fait que, tu sais, c'était comme au-delà de mes attentes dans la vie. Je pensais jamais pouvoir dire que je coacherais. Aujourd'hui, je le fais depuis 2 ou 3 ans, 100% à temps plein. J'ai pas d'autres fonctions. Si je réussis à faire ça jusqu'à 60 ans, mettons, je me dirais que c'est ça. J'ai réussi quelque chose. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Que tu me vois pas dans une autre équipe. En tout cas, si tu me vois dans une autre équipe, ce soit par choix plus haut, mais j'aimerais ça rester là jusqu'à la fin de ma carrière. Puis, si c'est ça qui arrive, vous ne serez pas nombreuses. Donc, ça va être quelque chose de particulier. Ouais. Ben, c'est la grâce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.